Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Violaine de Charnage, auteure finaliste du prix Masterton, et on est là pour vous présenter un petit peu ce que fait Violaine, et elle va vous parler un petit peu de son univers. Bonjour Violaine. Salut Aude, merci de me recevoir. Voilà. Est-ce que tu peux nous... Alors déjà, je vais présenter le livre pour lequel Violaine est finaliste, donc Les entrailles de l'horreur. Voilà. Donc finaliste du prix Masterton 2023. Et j'aimerais que tu te présentes en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, la question un peu difficile. Donc, je m'appelle Violaine, je suis strasbourgeoise d'adoption. J'écris depuis environ 2 ans et demi et je rattrape tout le temps où je ne me suis pas autorisée à écrire. Donc, j'ai un rendement qui est assez important. Je suis auteur hybride, donc publié en maison d'édition et auto-édité par ailleurs. Et pour l'instant, j'ai publié 3 recueils de nouvelles, Les Villénologies, un roman court chez Zone 52 Éditions, un slasher plus 18. J'ai été dans des anthologies, donc Les Entrailles de l'horreur en octobre 2023, voilà. Et là, j'ai un nouveau roman qui est en cours d'écriture, une revisite très sombre du Blanche-Neige des frères Grimm. Okay. C'est quelque chose que tu aimes bien, ça, la reprise des contes, ce genre de choses? Alors oui, les contes, mais pas que, parce qu'on a Mais pas souvent que. tendance voilà, à retenir ça, parce que c'est aussi quelque chose qui est à la mode. Moi, ce que j'aime, c'est revisiter de manière générale, donc ça se limite absolument pas aux contes. Ce que j'aime, c'est le jeu de prendre quelque chose que tout le monde connaît, de le démonter, de garder des pièces, d'en rajouter d'autres et d'en faire complètement autre chose, de revoir les thématiques. Et donc, j'étends ce jeu au-delà du conte à ce qui est cinéma, également les mythes. J'utilise aussi des faits divers. Donc, typiquement, j'ai fait donc, pour parler body horror, parce que le body horror, c'est un des marqueurs des entrailles de l'horreur, j'ai fait un clin d'œil à La Mouche de Cronenberg, le film, où j'ai beaucoup travaillé également le body horror. C'est un de mes marqueurs avec le gore. Oui, donc pour terminer la présentation, effectivement, mon truc, c'est le fantastique et l'horreur pour public très averti. Donc tout est 18 plus dans ma bibliographie. Il y a des choses qui sont un petit peu plus soft, mais de manière générale, je suis sur une horreur qui est graphique. Donc, je parlais de gore, de body horror. J'utilise aussi des éléments de pornographie. Donc, c'est la raison pour laquelle tout est classé plus 18. Ouais. Et donc, comment t'es venue cette envie d'écrire? Parce que elle est plutôt récente. En réalité, j'ai toujours eu envie d'écrire. Ça remonte, je pense, à oui, l'enfance. Dès l'instant où j'ai su lire, j'ai commencé à dévorer les bouquins et tout ce qui était écrit qui me passait par la main, y compris du magazine. Et j'ai, oui, toujours eu envie d'écrire, mais j'avais, tu sais, on a cette éducation qui est scolaire avec des classiques, voilà, du Zola, du Balzac, etc., que j'aime beaucoup Ouais. par ailleurs, hein. Mais du coup, ça a ancré chez moi l'idée que la littérature, c'était forcément peut-être déjà une affaire d'hommes, parce que tous les grands auteurs qui étaient étudiés, c'était des C'est hommes. vrai, c'est vrai, ouais. Ensuite, c'était des gens qui étaient morts. Donc j'avais un peu cet a priori-là aussi, tu sais, l'impression que finalement, voilà, pour devenir un grand écrivain, il fallait être un homme et mort. Et ensuite, je viens d'un milieu culturel où il y avait pas d'art, enfin il n'y a pas d'artiste. Et ça a renforcé, je pense, chez moi l'idée que écrire et devenir écrivain, c'était pas pour moi, c'était pas une voie qui était autorisée. Du coup, j'ai enterré ce rêve et je l'ai déterré il y a 2, 3 ans. Et là, je l'ai déterré définitivement et je rattrape le temps perdu. Oui, c'est incroyable. À la base, tu as mis tout ça dans un tiroir parce que tu pensais que c'était pas, tu n'avais pas ta place au sein de l'écriture. Ouais, je pense que je me suis complètement inhibée au point que, tu sais, j'ai même pas eu le parcours de beaucoup d'écrivains qui racontent qu'ils ont commencé à écrire quand ils avaient une dizaine d'années, qui ont fait de la Mhm. fanfiction, etc. Moi, c'est un truc que j'ai complètement, je m'y suis même jamais essayée. Bon, j'ai un peu écrit dans le milieu professionnel parce que voilà, on fait tous.
quand on a certains jobs, des présentations, des comptes rendus, enfin ce genre de trucs. Mais vraiment de l'écriture de fiction, c'était quelque chose que je m'étais jamais autorisée à faire. J'ai un peu commencé à y toucher il y a quelques années, mais c'était un coup de temps en temps, le week-end, écrire un petit texte, mais sans aucune idée d'être publié ou de publier. Et puis effectivement, bascule de vie il y a un peu plus de 2 ans, et là je me suis dit, ok, c'est maintenant ou jamais. J'avais passé 40 ans, et je me suis dit, c'est soit un rêve de vie sur lequel je mets un mouchoir, soit voilà, j'y consacre une période de ma vie, on voit ce qui se passe et on voit ce qui se passe et c'est plutôt cool. Donc en fait, Ouais. j'ignore ce que l'avenir me réserve, mais clairement, ça va pas être une période de ma vie qui va se refermer. Voilà, ça sera jamais terminé, je pense. Bon, surtout que tu es assez prolifique pour le moment et je veux dire, c'est plutôt sympa, hein. Donc, Je me rends compte aussi que excuse-moi, je me rends compte vas-y, aussi que j'ai vas-y. beaucoup d'imagination et c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais inhibé. Donc je la vivais dans ma tête finalement, mon imagination, mais la plupart du temps je la taisais parce que bon, en plus comme j'ai une imagination qui est, voilà, j'ai un imaginaire qui est assez déviant euh, et du coup j'avais peur de, quand tu vois vraiment exprimer parfois des idées qui me venaient, j'avais peur de heurter socialement les gens. Les rares fois d'ailleurs où je l'ai fait, je pense que j'ai un peu surpris et peut-être même Ouais. heurté. Et du coup, voilà, je l'avais complètement, je l'ai tu et là, c'est comme si j'avais ouvert la boîte de Pandore et j'ai 40 000 idées à l'heure. Et après, le problème, c'est, voilà, tout le monde a énormément d'idées, hein, l'être humain est fait comme ça. La question, c'est de transformer une idée en un texte qui soit et agréable à lire et de qualité. Et ça, par contre, ça demande énormément de travail. Accrocheur, ouais, 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 ouais. Et Ouais. comme tu dis, cette imagination déviante et tout, elle a toujours été là. Tu savais déjà que si un jour tu te mettais à l'écriture, ce serait dans ce style-là, avec Euh, les thèmes que... non, enfin, je me suis un peu découverte. Mais bon, non, déjà, j'ai toujours eu cette culture-là, hein. Bon, clairement, voilà, j'ai baigné dans l'horreur depuis toujours. J'ai Ouais, toujours eu cette appétence pour, ouais, je sais pas, l'horreur, le trash. Enfin, de manière générale, j'ai toujours eu une vision du monde un peu décalée. Euh, et, euh, et donc, j'ai vraiment essayé de me caler dans un moule qui était socialement acceptable, mais dans ma tête, voilà, je me souviens combien de fois je me suis retrouvée dans des discussions à voir quelque chose et à avoir le cerveau qui partait complètement en cacahuète. Et, et quand j'ai commencé à écrire, donc il y a 2 ans et demi, j'étais encore inhibée dans le sens où je me suis dit bon, j'avais pas encore lâché, j'avais pas encore lâché les chevaux quoi. Et je suis partie sur De la Blanche, mon tout premier roman qui est pas édité, qui le sera jamais. Et c'est de la Blanche, mais alors déjà avec des éléments de pornographie et j'avais même un final avec du cannibalisme. Et j'avais dans l'idée de le proposer à une maison d'édition traditionnelle. Et après ce premier roman, donc j'ai eu que des refus. Ce que je peux comprendre, c'était ouais, jeune. ouais. Je pense qu'il y avait déjà un peu un début technique, mais étant donné que je n'avais jamais écrit, il faut aussi reconnaître qu'à un moment, on ne devient pas forgeron du jour au lendemain, hein. Il faut écrire, écrire, et ça se peaufine au fur et à mesure. Et donc, j'avais déjà un peu des prémices de mes appétences littéraires, en tout cas en tant qu'écrivain. Et j'écris un deuxième roman dans la foulée. Donc, j'ai écrit 2 romans en 8 mois. Et le deuxième, j'étais le cul entre deux chaises, un mélange de drame familial avec du body horror et aussi un peu de pornographie. Ce roman, je termine de l'écrire. J'avais des bêta-lecteurs à l'époque. Je leur envoie, ils le lisent, ils m'envoient les retours. Je les ai jamais ouverts. Le roman est toujours dans le tiroir, je ne l'ai jamais retouché. Et il va aussi rester. Et Ah en fait, oui, après, voilà. Non, mais moi, j'ai pas de. Enfin, il y a un moment, comment dire, je pense enfin, en tout cas, moi, je sens quand ce que je fais, c'est bon, c'est pas bon. Et il faut reconnaître quand c'est pas niveau. Et je pense surtout qu'après ce deuxième roman, en fait, j'ai compris que je commençais à toucher à ce que j'avais vraiment envie d'écrire et que ce roman, c'était pas encore ça. Et du coup, j'ai eu aucun scrupule à me dire, OK, je balance et j'ai pas envie de recycler aujourd'hui
un truc qui n'est pas encore mûr et qui va me demander énormément de travail de réécriture, alors que justement, dans les mois qui ont suivi, donc j'ai démarré avec une première nouvelle, janvier 2022, oui, c'est ça. Février 2022, j'enchaîne avec une deuxième nouvelle. Mars, avril, après, je sors mon premier recueil de nouvelles, la Villénologie 1. J'enchaîne avec la Villénologie 2. En parallèle, je commence à proposer des choses à des éditeurs. J'ai Screaming Boys, un roman court donc qui est accepté. Et là, bah, j'avais, ça y est. C'était, en fait, je pense que la nouvelle, comme j'étais sur un format court, ça a terminé de me permettre de trouver quel était vraiment et mon style et mon univers. Comme ça m'a permis d'essayer en très peu de temps beaucoup de choses. Voilà, j'ai fini de me trouver comme ça. Et en réalité, c'est pas vraiment fini parce que bah, je pense qu'on déjà on évolue en tant que personne, être humain par rapport à le fait d'écrire aussi fait qu'on est tout le temps en évolution. Et mais en tout cas, voilà. Maintenant, je sais, au moins j'ai conscience de ce que j'écris et de quel est mon univers et mon identité d'auteur et je l'assume et voilà quoi. Mais c'est très très bien, c'est très très bien. Et alors, si dans tes livres, dans ton univers, tu te complais à nous faire peur, qu'est-ce qui fait peur à Violaine de Charnage? Ah, ça j'aime pas non plus cette question parce que j'ai peur en fait de le dire et que en fait c'est une espèce de prophétie autoréalisatrice où les gens connaissent ma plus grande peur. Je pense que, enfin non c'est pas je pense, une de mes plus grandes peurs c'est la folie. Mais une folie, c'est d'être reconnue comme folle par une société qui en réalité, tu vois, c'est d'être interné de force. Alors que toi, peut-être tu n'as pas finalement tant de problèmes que ça, mais la société te juge comme trop. Elle en a, voilà. Voilà, la société te juge comme trop hors case. Et donc voilà, c'est un peu l'internement de force, je pense. J'ai pas, j'ai pas des peurs classiques. Ouais, je pense que j'ai moins de peurs classiques que la moyenne. C'est plus, ouais, il y a la folie et il y a la perte d'autonomie, mais voilà, ça y touche. C'est le fait de, ouais, en fait, le vrai fond du fond, c'est le contrôle. Je suis quelqu'un la maîtrise de toi, oui, tu aimes maîtriser. Voilà, et donc tout ce qui touche à la perte de contrôle, l'enfermement forcé, ce genre de choses, voilà, c'est ça. C'est dit. Ok, super. Et donc, pour en revenir à ton écriture, tu as commencé par les nouvelles et là, tu as fait quasi 2 romans coup sur coup. Les auteurs disent souvent que c'est plus compliqué d'écrire des nouvelles que d'écrire des romans parce que tu développes moins, il faut que ce soit plus condensé. Tu en penses quoi de ça? Tu préfères, toi déjà, tu préfères nouvelles ou roman? Je choisis pas. Moi, j'aime les deux. C'est J'aime comme ça aussi vient. J'aime aussi l'entre-deux avec la novella. Là, j'en ai une qui va sortir chez Gore des Alpes au printemps. Une réécriture de La Comtesse Bathory qui va se passer dans un centre thermal en Suisse. Et donc, on est sur un format entre la nouvelle et le roman. C'est un petit peu en dessous du roman court. Tout ça pour dire que, en fait, j'aime travailler tous les formats parce que ça fait appel à des techniques et un état d'esprit qui est différent. Je pense, enfin, bon, après, c'est pas pour faire genre, mais c'est vrai que la nouvelle a cette difficulté que. Non, je pense que c'est une question de personnalité. Il y a des écrivains qui ont un besoin de s'exprimer sur des longueurs très très importantes, avec beaucoup de descriptions, voilà, qui vont pondre des pavés et et être synthétique, être sur une nouvelle, ça demande d'autres. Autant moi, je me sentirais pas capable de partir sur une saga avec 30 pages de description, et parce que c'est pas ma manière d'écrire. Mais effectivement, la nouvelle, c'est technique parce qu'il faut en très peu de temps accrocher le lecteur. En 2-3 lignes, il faut que la personne, elle sache un peu, voilà, qu'elle a envie de rester. Et caractériser les personnages sur une nouvelle très compliquée parce que, pareil, on va pas avoir le temps de faire beaucoup de descriptions, ni il n'y a pas ce côté, la confrontation de la personne avec
des événements qui vont faire qu'on va rentrer dans de la psychologie. Donc, c'est très difficile aussi de caractériser un personnage. Et après la nouvelle, il y a la fin. Oui, Où on a beaucoup moins de temps pour arriver à la fin. Et du coup, il faut que cette fin soit un peu à la hauteur de tout le reste, sans non plus tomber dans une espèce de pirouette. Genre, wouhou, c'est la fin, t'avais pas vu ça. Ou alors, si on fait le fameux twist final, il faut que ça soit, il faut que ça soit travaillé justement sur un format court. Et ça, c'est assez difficile. de surprendre, ouais. Et après, j'aime la novella parce que c'est de l'entre-deux. Et le roman, véritablement le premier vrai roman, parce que c'est le seul pour l'instant qui est édité, c'est Les Entrailles de l'horreur. Donc moi, je le considère véritablement comme mon premier roman. Et on est aussi sur un travail qui est différent. Il y a un travail d'architecture qui est beaucoup plus important. Moi, je suis quelqu'un qui est très technique au niveau de l'approche de l'écriture. Je me lance pas dans une rédaction à partir d'une feuille blanche, à partir d'une idée vague. Chez moi, il y a un processus de maturation qui est très très important. J'ai énormément d'idées et tout ça, ça brasse et je dois le tamiser. J'y passe des semaines à commencer à tirer un fil et arriver à arrêter véritablement l'idée. Et après, je passe par des étapes de brainstorming, de plans. Avant que je commence à poser le premier mot sur la page blanche, j'ai fait en gros 75% du travail. Là, par exemple, Blanche-Neige, sur lequel j'ai commencé l'écriture il y a quelques jours. Mais je suis passée par des semaines de préparation et là, j'ai un plan qui est détaillé. Maintenant, je rentre sur de l'écriture, mais je cite précisément, je connais parfaitement mes personnages, je connais le fil rouge du roman, j'ai l'ambiance en tête, je sais exactement où est-ce que je veux le terminer également. C'est un travail qui est totalement différent de celui de la nouvelle. Donc pour moi, il n'y a pas de… En fait, ça fait appel à des compétences différentes. Comme je pense pour un auteur qui jonglera entre les genres, à nouveau, ça fait appel à des choses qui sont différentes, même si la technique reste la même quand on change de genre. Mais finalement, il y a le… Je dirais, moi, ce que j'adore, c'est la stimulation intellectuelle. Ah, ça fait un peu… C'est pas pour faire genre… Mais voilà, moi, ce que j'adore dans l'écriture, c'est que c'est la créativité et le fait de bâtir quelque chose à partir de zéro. Et c'est quelque chose qui me frustrait énormément dans mes anciennes expériences professionnelles, c'est que ma créativité était absolument pas exploitée. Et là, j'ai l'impression c'est ça, j'ouvre une boîte et je peux faire tout ce que je veux, quoi. C'est la liberté absolue. Écrire, c'est de l'ordre du voilà, on bâtit. Alors moi, j'écris pas de high fantasy, ce genre de truc, mais on bâtit des univers, on crée des personnages. Je trouve que c'est une activité qui est extraordinaire, quoi. Ok, et donc avec ce que tu viens de nous dire, on en déduit que tu as une grosse méthodologie quand même avant de poser le premier mot, comme tu dis, et de te lancer dans l'écriture, quoi. Oui, Donc, et ça s'est affiné. C'est ça. Au fur et à mesure, en fait, le fait d'avoir aussi beaucoup écrit ces derniers mois et ces 2 dernières années, ça m'a aussi permis non seulement de connaître quel était mon univers, mais j'en suis arrivée où j'ai maintenant une méthode d'écriture qui est la mienne, qui est nourrie par… il y a 40 000 méthodes d'écriture, hein. Mais avec tout ce que j'ai, avec l'expérience de l'écriture, la technique que j'ai apprise par ailleurs, etc., et le fait d'avoir écrit et donc de me connaître et de savoir comment je réagissais, aujourd'hui, j'ai ma méthode d'écriture à moi, qui me convient à moi. Et ça aussi, c'est très agréable parce que du coup, je suis pas en train de réinventer l'eau chaude en permanence. Le fait de bien maîtriser la technique permet ensuite de beaucoup plus se lâcher aussi sur le reste. Je sais pas quelle analogie faire, mais je pense que c'est pareil dans n'importe quel art. Le fait de bien maîtriser les bases, enfin en tout cas de se sentir à l'aise avec les bases, fait qu'après, ça autorise beaucoup plus de liberté, alors qu'on peut imaginer que c'est enfermant, mais au contraire, pas du tout, quoi. Non, oui, si tu maîtrises, après, tu as beaucoup plus de portes qui s'ouvrent
et ton imaginaire peut s'envoler beaucoup plus facilement sur les personnages, sur les lieux, sur beaucoup de choses. D'ailleurs, tu parles de ton écriture. Ton écriture, elle est vraiment atypique. Je veux dire, je pense que même les yeux fermés, si je vois pas l'auteur, je saurais retrouver la plume de Violaine de Charnage. Ça, c'est clair. Je veux dire, il y en a pas beaucoup. Moi, j'en connais qu'une, hein, franchement. Donc, comme quoi, c'est quand même un long travail, mais ça paye, quoi. Ça paye. Parce que c'est vraiment génial ce que tu fais. Oui, puis ça Si gagne on te... en fluidité, excuse-moi. Oui, du coup, Non, si tu gagnes, au plus tu écris et au plus tu gagnes en fluidité, ça devient plus. Ça veut pas dire que c'est pas difficile, hein. Mais puisque moi, j'ai la peur du vide quand je démarre vraiment l'écriture. Les premiers jours, j'ai peur, quoi. Alors que je sais que je suis prête et que tout a été préparé, mais du coup, oui, on gagne en fluidité. Je sais plus ce que je voulais dire, excuse-moi, voilà. oh, mais c'est pas grave. Ce qui est magique chez toi, en tout cas, c'est que tu arrives à mélanger aussi le vulgaire au soutenu. Tu as des dialogues qui sont assez impressionnants. Tu arrives à nous accrocher, tu arrives à ce qu'on soit en pleine immersion dans le roman. C'est quelque chose. Et dans chaque texte que tu as écrit, que ce soit nouvelle, novella ou roman, à chaque fois, c'est la même chose. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. J'aime bien jouer de manière générale avec justement le chaud-froid. Tu vois, quand je suis en salon, typiquement le salon, c'est une épreuve un peu difficile quand on rencontre des lecteurs qui sont curieux mais qui connaissent pas du tout ce que tu fais. Parce que dès l'instant où je prononce le mot gore, je vois des visages qui prennent des expressions un peu apeurées. Et j'essaie d'expliquer aux gens que, en fait, mais rien que l'horreur. Et dire qu'on écrit de l'horreur, et j'essaie toujours d'expliquer aux gens que c'est pas parce qu'on écrit, voilà, de l'imaginaire pour adultes, de l'horreur et du gore, qu'on ne fait que écrire des morceaux de texte dégueulasses juste pour faire vomir les gens. Ça n'est pas moins noble littérairement. Stephen King a quand même écrit a eu certains textes où il y avait des passages qui étaient vraiment gore, que moi j'ai adoré, qui m'ont marqué. Et pour autant, il y a des histoires qui sont extraordinaires derrière. C'est quelque chose de plus littérairement, mais voilà, c'est pas moins. Enfin, voilà, je suis toujours attentive à me dire, ok, j'aime écrire du gore, donc j'en écris par exemple. Mais ça veut pas dire que le reste doit passer à la trappe et que on s'en tape, que l'histoire en fait elle soit nulle, parce que j'ai une super scène de gore bien dégueulasse. Pour moi, la base, c'est une bonne histoire et après, je peux effectivement. Oui, Je il peux y me a la ça, mais je veux dire, comme tu le disais au tout début de l'interview, il y a énormément de pornographie aussi dans chacune de tes histoires. Et ça ne t'empêche pas d'être tout le temps sur quelque chose de vulgaire. Tu as quand même un niveau de langage qui reste assez haut. Dans tes dialogues, de temps en temps, voilà, c'est assez fluctuant, mais c'est une lecture intéressante. Je veux dire, t'es pas dans le classique, ça reste à certains moments du langage soutenu pour moi. Je veux dire, c'est ça qui est incroyable. Bah ouais. Mais tu vois, Ouais, paradoxalement, moi je trouve pas que. Mais après, voilà, l'important c'est je pense déjà d'avoir son propre style, de pas essayer de copier ce que font les autres, etc. Mais moi, je considère pas que j'ai un langage particulièrement soutenu, parce que parfois, je lis certains textes et il y a un niveau lexical qui est super élevé, etc. Et moi, je trouve que ce que j'écris, même quand on n'a pas une grosse culture générale et pas le Robert sous le coude, ça doit pouvoir se lire. Enfin voilà, mais en même temps, ça se c'est pas lit. quelque chose. Ça se lit très facilement, mais je veux dire, on est loin quand même de la lecture très simpliste, basique. On n'est pas du tout dans ce registre-là. C'est quand même, on sent que c'est très travaillé, que c'est très recherché. On sent qu'il y a du travail derrière, quoi. T'as pas écrit ça, comme tu disais tout à l'heure, sur un bout de papier et allez hop, on y va, quoi. Donc, c'est hyper intéressant. Ton livre de chevet actuellement? C'est la Société protectrice des kaiju. Je vais pas me lever pour te le montrer. Ah, C'est de ouais. la SF.
C'est publié chez La Talente. Je ne sais plus comment il s'appelle, Scalzi ou Scali, l'auteur. C'est un Américain qui a une grosse carrière et il a écrit notamment des épisodes de, si tu connais Love, Death and Robots sur Mhm, Netflix, cette fameuse mhm. anthologie d'animation. Et il y a les épisodes avec les robots qui débarquent sur la Terre en post-apo. Et donc, c'est ce mec qui a écrit ces épisodes et il joue en permanence sur. Donc, c'est la SF Feel Good en gros. Tu vois ce qu'est un kaiju, c'est Oui, les oui. Godzilla et compagnie. Et Mhm. donc là, il y a une dimension parallèle à la Terre et il y a un groupement secret qui s'est créé pour aller protéger les kaijus sur cette planète. Et c'est divinement écrit. C'est de la SF qui, bah, en fait, c'est un bonbon parce qu'il y a, c'est pas l'image de la SF qui est difficile à lire, etc. C'est juste fun. Ouais, c'est de la SF feel good. Et c'était un libraire qui m'avait conseillé ça. Et je suis tombée dessus l'autre jour et je me suis dit, bon, allez, je vais le lire. Et c'est génial, quoi. J'y Là, vais. c'est, moi, typiquement, c'est sortir. Bon, moi, je lis un peu de tout. Mais sur ce bouquin-là, je me suis dit, bon, bah, allez, écoute, on te l'a conseillé, essaye. Et c'est une super bonne découverte. Une belle surprise. OK. Mm. Et donc, comme on est là pour le prix Masterton, quel est ton auteur de fantastique, horreur préféré? Je vais être très classique. C'est Stephen King. Voilà, oui. Avec une Comme, préférence comme, pour. comme- J'ai lu beaucoup moins de Stephen King ces dernières années. Je sais pas, depuis 10-15 ans, je suis moins sensible. Je pense que voilà, c'est un auteur qui a une carrière. Enfin voilà, c'est un maître qui a une carrière monstrueuse et il écrit depuis, je sais pas, peut-être 50 ans, 40 Stephen ans, King. 50 Voilà, ans, ouais, et ben, 74. c'est aussi quelqu'un qui a vieilli naturellement, qui a écrit Mm. tellement de choses que du coup, il est dans le renouvellement aussi et il va chercher de nouvelles choses. Il a envie d'écrire autre chose parce que, et c'est ça aussi que je trouve génial, c'est de pas faire tout le temps la même pirouette parce qu'il y a des auteurs, on a un peu l'impression qu'on est tout le temps le même bouquin, quoi. Et c'est pas le cas de Stephen King. Mais bon, donc ces dernières années, moi, je suis beaucoup moins sensible. Mais voilà, les débuts de sa carrière, pour moi, le bouquin ultime, c'est Brume. Mm. Brume, qui était une novella, me semble-t-il, ça a dû paraître dans, je crois, c'est Danse macabre. Il y a Brume qui est une Mm. novella et là, il y a des nouvelles. Et pour moi, c'est la grande époque de Stephen King. Déjà, il est incroyable sur le format de la nouvelle. Pour moi, je pense, avec Dan Simmons, un des maîtres de la nouvelle. Et voilà, à l'époque, il faisait du gore. Il a aussi publié sous Richard Bachman. Et c'est des textes auxquels je suis beaucoup plus sensible. Donc voilà, c'est son livre. OK, ça marche. Et alors, ton film préféré dans ces thèmes-là? Tu peux pas me demander ça. Enfin, je sais pas, Il il y y en a a tellement. trop, il y en a trop. Bah ouais, il y en a trop. Je l'ai déjà cité en interview. Si je devais ne citer qu'un film d'horreur, parce que pour moi, il est fondateur de la peur, c'est Les Dents de la Mer, quoi. C'est parce que je Ouais. l'ai vu assez jeune et c'est resté un vrai trauma. Et en même temps, c'est un film doudou. Voilà, je laisse passer 3-4 ans et je le revois toujours avec autant de plaisir. Il a énormément vieilli, mais pour moi, c'est l'essence de. Ouais, c'est une de mes premières grandes rencontres avec l'horreur, quoi. Parce il y a eu également pas mal d'adaptations cinématographiques de King. Tu en as vu, t'en as vu quelques-unes? Deux, pardon? D'adaptations cinématographiques de King. Ah oui, oui, bah, j'ai vu tout ce qui m'est passé sous la main. Ouais. Tout pareil les dernières sur les bouquins que j'ai pas lus. Et j'ai une affection particulière, bah, justement pour tous les téléfilms sur lesquels il a notamment, je pense que certains il a produit, il a réalisé aussi. Et Mm. c'est assez critiqué dans sa carrière parce qu'on trouve que souvent c'est pas bien réalisé, que c'est pas à niveau, etc. Mais enfin moi j'adore, je sais pas, Mm. je pense, enfin, il y a des films qui me sont restés, quoi. Je pense au Langolier, par exemple, ou pareil, je suis restée, je sais pas, ce téléfilm, quelqu'un qui connaît pas Stephen King aujourd'hui va le voir et va dire ouais, c'est quoi ce machin. Enfin, je sais pas, ça m'a. Et ça passait, tu sais, sur M6, Mhm. peut-être que tu regardais, je crois que c'est les dimanches après-midi. Enfin voilà, donc j'ai aussi une affection toute particulière pour les téléfilms de Stephen King. Et si je ne devais en citer qu'un, je sais pas s'il a réalisé, mais c'est Le Fléau. Oui, Le Fléau. Ouais. Je sais pas s'il Qui, a réalisé non plus.
Ouais. Je pense que voilà, le fléau en roman et pourtant c'est assez étrange parce que c'est un bouquin qui me perturbe sur la place qu'il me donne à la religion. C'est peut-être ce qui me justement me perturbe, c'est que finalement il y a peut-être différentes entrées de lecture et je suis pas sûre d'adhérer au discours, mais pourtant je trouve que c'est absolument c'est génial. Et le fléau, Oui, je il l'ai en a relu fait beaucoup. Ouais. pendant le confinement. J'aime beaucoup Misery en adaptation cinématographique. Il est génial aussi, celui-là. Incroyable. Est-ce que, est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture? En ce moment, pas trop. Non, je En vais te ce moment, dire, pas trop. c'est non, bah le cinéma, mais c'est, j'ai envie de dire une passion passive parce que voilà, tu t'assois et mais à partir du moment où j'ai mis le doigt dedans, là c'est dévorant, c'est dévorant et pour moi c'est pas un loisir. C'est-à-dire Oui, que c'est ça un me donne, travail. c'est un travail mais dans le sens noble du terme. Oui, oui, oui. On a oublié de C'est préciser, toi, tu fais ça à plein temps, hein, tu n'as pas d'emploi en parallèle. ça. Et je ne Voilà. désire pas reprendre un emploi. Voilà. Ouais. Pour moi, Mm. l'écriture, c'est à la fois, c'est une passion. Voilà, je te parlais tout à l'heure de plaisir intellectuel. J'ai vraiment trouvé à la fois ce qui m'épanouit intellectuellement et là où je me sens aussi à la place professionnelle, à ma place professionnellement. Parce que il y a, voilà, au niveau de l'organisation du travail, moi je suis Mm. quelqu'un qui est assez solitaire, etc. En fait, il y a tout dans l'écriture qui me comble. Donc oui, pour moi, c'est un travail, mais effectivement au sens noble. Et là, je suis dans une période où ça me dévore au point que voilà, le reste passe à la trappe. Tu vois, là, par exemple, je te disais, je suis en écriture sur Blanche-Neige pour les 15 prochains jours. C'est mon agenda, il n'y a que ça dedans, quoi. Voilà, c'est comme ça. Je sais que j'irai me faire un resto après pour fêter le premier G. Mais ça ne laisse pas, c'est une passion qui est jalouse, quoi. Et chez moi, ça ne laisse pas, en tout cas pour l'instant, de place à autre chose. Mais je pense aussi que c'est parce que tu vois, comme j'ai commencé à écrire très tard et j'ai une frustration énorme, je me rends compte. Et du coup, là, je suis en mode rattrapage. C'est du gavage, quoi. Je sais pas si un matin, je me lèverais, je serais fatiguée, je me dirais, bon, en fait, j'ai plus envie d'écrire, j'arrête. Mais me connaissant, voilà, je suis quelqu'un de très. Quand j'ai une espèce de monomanie, ça peut vraiment être extrêmement dévorant. Et donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de place pour grand-chose. Et en plus, il y a autre chose, c'est que je pense, par exemple, j'aimerais peindre. Ça, c'est un truc auquel je pense aussi depuis des années. Mais pour l'instant, je le mets de côté parce que je pense aussi que pour devenir vraiment. Enfin, moi, voilà, j'aspire vraiment à. Parce que mon nom. C'est pas rester pour rester, tu vois ce que je veux dire, mais Mhm. moi j'ai besoin de remplir la bibliothèque avec des bouquins où il y a mon nom dessus, quoi. Et je pense que pour maîtriser une discipline artistique, il faut pas n'importe quoi. Dès l'instant où tu as envie d'exceller dans quelque chose, eh ben il faut y aller à fond. Et si tu commences à saupoudrer à droite, à gauche, à faire autre chose, À te eh ben disperser, oui. Tu tu seras pro- en pas fait, à fond. Mm. tu peux, mais tu progresses moins vite. Et voilà, pour moi, pour l'instant, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas énormément de place pour autre chose. Même si ça fait un peu psychopathe, mais voilà. Pour toi, quelles sont les qualités qu'il faut pour être justement un bon auteur? Hum, La bon, après, il y a rigueur? plein de genres d'auteurs différents, mais je pense déjà, la base, c'est la passion. Parce que si Mm. t'aimes pas Mm. écrire, bah, si tu vois, si tu dis, ouais, je vais juste écrire un bouquin pour gagner de l'argent, bah, t'es un peu mal barré déjà. Donc, il faut vraiment aimer écrire et que ce soit un de tes modes d'expression principaux. Et voilà, pour moi, déjà, de base, j'ai toujours été beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Après, la rigueur, je sais pas, parce qu'il y a des profils d'écrivains, et voilà, pour en côtoyer maintenant un certain nombre. Je te parlais de ma méthode tout à l'heure. Moi, je suis ce qu'on appelle un architecte, même s'il y a un débat sur est-ce que les gens sont vraiment à mettre dans des cases, mais on dit qu'il y a les jardiniers qui partent un peu à l'aventure sur leur texte, ils ont besoin de le découvrir, et voilà, ils font le chemin, et l'écriture, c'est le chemin.
Alors que moi, je fais tous les plans et c'est beaucoup plus structuré. Donc, ouais, la passion, il y a la ténacité, quoi, parce que par contre, quel que soit ton profil, si à un moment, enfin, tu ne termineras jamais un texte, si à un moment tu t'écoutes, hein, parce que si Ouais, tu commences le matin à dire, ouais, mais aujourd'hui je suis fatiguée, ouais, mais j'ai pas envie, ouais, mais là j'ai pas d'inspiration, enfin, pour moi ça marche pas comme ça, quoi. C'est, ça peut te parler, mais moi c'est militaire, quoi. Je dis pas que je m'accorde jamais des journées où vraiment je me dis, ok, là t'as le droit de souffler un peu mais par contre, il y a des jours, je me colle un violent coup de pied au cul, quoi. C'est non, je suis désolée. C'est pas ta envie où tu commences à écrire, après tu vois comment la journée se passe. ouais, Mais et tu sinon, fais, t'es tu prisonnier, vas. quoi. Donc effectivement, il y a une forme de ténacité. Et après, ouais, ça demande quand même de la rigueur parce qu'aller au bout d'un texte, c'est pas juste écrire un premier jet, quoi. C'est si tu veux vraiment arriver à quelque chose d'abouti, il faut accepter de reprendre le texte 40 000 fois, quasiment jusqu'à ce qu'il te sorte des trous de nez. Ça demande beaucoup de. Ouais, c'est ça, quoi. Ça marche. Je vais te Et donner après, une citation. ouais, je vais quand même terminer avec une dernière. Je pense quand même qu'il y a. Bon, la créativité, c'est un grand mot comme ça, mais pour moi, c'est quand même la curiosité intellectuelle, parce que j'imagine pas que tu prétends écrire si tu ne. Si t'es pas curieux de tout autour de toi, quoi. Enfin, après, pas Ouais, tout, mais ouais, s'il n'y a pas des choses qui te touchent. Par exemple, il y a des écrivains qui ne lisent pas, quoi. Et ça, pour moi, je comprends pas. Comment tu peux oui, écrire alors ouais, que c'est tu lis pas? particulier, ouais, ouais. Tu peux pas, enfin, c'est pas un truc où tu rentres, où tu es dans une boîte et tu écris. C'est l'écriture, ça se nourrit d'absolument tout, quoi. Tes expériences Mm. humaines, l'actualité, ce que tu vas lire, ce que tu vas voir, la tête de quelqu'un dans la rue, et tout ça, ça demande aussi d'être, voilà, bah, de l'ouverture d'esprit aussi, d'être aware, quoi. Ouais, ouais, énormément de choses. C'est vraiment quelque chose à part entière. Et oui, c'est vrai il y a beaucoup d'auteurs qui ne lisent pas, et ça, c'est assez étrange, effectivement. Je vais te donner une citation, tu vas me dire ce que tu en penses. Ouais. Mieux vaut être en retard dans ce monde que d'être en avance dans l'autre. Citation de Graham Masterton dans Le Maître des mensonges. Que je n'ai pas lu. Mais si j'entends que être en retard, c'est ne pas céder à une forme de course, je sais pas quand est-ce qu'il a écrit hein, cette citation, mais Mmh, moi ce que mmh j'y mh. vois, c'est choisir de ne pas céder à une forme de course qu'on nous impose, parce que la vie, c'est pas juste empiler. C'est pas juste cocher des cases, avoir un gros compte en banque, une grosse maison, la femme qui va bien, les gosses, et puis te réveiller un matin, et puis en fait, tu as 80 balais et tu vas mourir. Ouais, j'ai fait quoi? Rien, Euh, ouais. Mmh. C'est aussi profiter du chemin, c'est-à-dire que pour moi, j'y vois une éloge de la lenteur, quoi. Mmh. Euh, Mmh. parce que le temps qui passe là, tu le rattrapes jamais. Donc, et pour moi, tout ce qui touche à la création nécessite une forme de lenteur. Tu peux pas créer, on n'est pas des robots enfin, pour l'instant. Tu peux pas créer quelque chose de spécifique, d'extraordinaire, si tu ne te laisses pas le temps enfin ouais, c'est ça. Si tu vis pas et que tu te laisses pas, que tu es dans une Bah, production permanente. Enfin, ce que je veux dire, c'est, enfin, parce que là, je parle de production. Tout à l'heure, on parlait de ma production, mais ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire qu'un texte, pour qu'il soit achevé, il y a quand même un temps qui est à lui accordé. C'est pas le truc, c'est pas de se dire je sors un roman dans 2 mois. C'est que si tu n'as pas laissé du temps à ce roman pour grandir, eh ben il sera jamais ce qu'il aurait pu être si tu l'avais vraiment laissé tout le temps qu'il méritait quoi. mmh mh. Mmh. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et ma dernière question, ce sera: quel regard portes-tu sur le prix Masterton? C'est une question pas facile. Alors, je vais être honnête. Jusqu'à ce que j'ai commencé à écrire, je ne connaissais pas le prix.
Et dès l'instant où j'ai commencé à mettre le doigt dans l'écriture, à regarder ce que faisaient les autres, etc. Et j'ai commencé, tu sais, il y a quand tu es lecteur, il y a une forme de, tu t'intéresses pas forcément aux détails de certaines choses. Et bref, donc je suis tombée sur Prix Masterton et ça fait 2 ans que je suis attentivement ce qui se passe. J'avais lu notamment Vertèbre de Morgane Cossarieux il y a 2 ans parce que voilà, je suis friande de body horror. Et je te cache pas que moi je suis quelqu'un aussi qui, je pense que tu peux pas juste attendre que la vie te donne les choses. Enfin, si tu peux, mais à ce moment-là, il ne faut pas t'étonner si tu n'as pas, si la vie ne t'apporte pas ce que tu veux. En revanche, si tu travailles pour, que tu fais en sorte que les planètes s'alignent voilà, tes chances sont plus importantes qu'un jour tu réalises tes rêves. Et le Masterton, depuis que j'ai commencé à écrire, j'ai entre guillemets, une vision. C'est-à-dire que voilà, j'ai des maisons d'édition chez lesquelles j'ai envie de publier. C'était le cas déjà chez Zone 52. Je vais avoir une nouvelle chez un éditeur qui voilà, me faisait rêver à l'automne. Ça n'a pas encore été annoncé, mais donc c'est pas un roman, c'est une nouvelle. Mais le Masterton cette année, où je suis un peu restée sur le cul en me disant, bordel, c'est mon premier. Voilà, bon, c'est vrai que j'ai quand même écrit de la nouvelle avant. J'aime mes nouvelles, hein. Voilà. Mais là, concrètement, c'est mon premier vrai roman en termes de taille. Et en plus, j'arrivais avec un roman qui parle de droit à l'avortement, un sujet qui n'est pas forcément évident. Un roman, il y a différents niveaux de lecture et où on peut juste se dire, mais c'est quoi ce roman? Il est juste dégueulasse. Et, voilà, et j'ai vu le roman, c'est à partir du moment où il est sorti, j'ai vu qu'il avait un accueil qui était quand même plutôt positif, voire très positif. Et j'ai commencé à espérer, et voilà, quoi. Et du coup, tu vois, ma vision, c'est un truc de plus qui se réalise et c'est génial, quoi. Même si, tu vois, c'est pas une garantie, oui, je veux, je travaille pour quelque chose et puis si tout s'aligne, que mon travail est remarqué, etc., il y a des choses qui se passent et c'est ce qui se passe avec le Masterton et voilà, c'est juste génial, quoi. Et c'est C'est très hyper. bien. Et bon, j'avais déjà regardé avant quels étaient les lauréats des années passées. Et il y a eu des lauréats qui étaient juste waouh, quoi. Donc, et des nominés. Et voilà, donc c'est. Et surtout, enfin, pour moi, c'est une forme de reconnaissance parce que il y a aussi, tu vois, le fait d'être auto-édité en partie. Donc, on en a déjà discuté, mais dans la mesure où je souhaite en vivre, je ne peux pas faire l'impasse sur l'auto-édition aujourd'hui, à moins que demain, un gros éditeur me remarque et me signe et fasse en sorte que j'en vive. Mais ça, c'est une poignée d'auteurs en France et c'est pas des auteurs qui écrivent du gore et du body horror et du Ouais, pan-gore. ouais. Et pas aujourd'hui. Donc voilà, donc je m'auto-édite fièrement, je choisis les projets que j'auto-édite et Les Entrailles de l'horreur n'a jamais été présenté à un éditeur. Je l'ai écrit dans l'objectif de m'auto-éditer parce que j'avais aussi envie de parler de ce sujet du droit à disposer de son corps qui est assez clivant, etc. Et, euh, et donc, quelque part, tu t'auto-valides, même si les gens te font des retours sur ce que tu écris. Et le Masterton, donc on arrive au bout de ma réflexion, et c'est au-delà de mon auto-validation parce que moi, intimement, je sais que j'ai écrit un bon roman. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est le meilleur roman que je pouvais écrire au moment où je l'ai écrit parce que j'ai donné tout ce que j'avais à donner dessus. Voilà, c'est une validation en plus. Voilà, le fait, je suis auto-éditée avec ce roman, mais en plus, j'ai cette validation et cette reconnaissance-là. Et ça, c'est juste génial parce que ça me renforce et du coup, voilà, pour la suite, voilà, j'y pense par exemple. C'est pas quelque chose qui me. Je parle beaucoup. C'est pas, c'est pas quelque chose qui. C'est pas le seul moteur, mais c'est un encouragement supplémentaire, quoi. Et c'est aussi quelque chose où quand le jour où tu as un coup de mou et tu peux te retourner aussi sur ce que tu as déjà réalisé, te dire voilà, je suis arrivée au bout de plusieurs projets. Et voilà, ça renforce aussi. C'est un peu de carburant supplémentaire dans le moteur de l'écrivain, quoi. Ah ouais. Et c'est aussi Et là, une c'est belle reconnaissance pour donner de la visibilité aux auto-édités et ça, c'est génial. ouais, parce que malheureusement, il y a très peu de prix en France On y- qui.
Au niveau de Qui l'horreur, c'est le seul. Ouais. bah, il y a très peu de prix en horreur et en fantastique. Ouais. Et après, et l'auto-édition a encore pas. Enfin voilà, l'auto-édition ne fait pas encore partie du panorama des livres qui sont considérés et regardés sur certains prix. Donc, Ça va venir, ça va venir. On a même des auteurs édités qui passent en auto-édition, donc je pense qu'on va y venir, on va y venir. Donc voilà, nous étions avec Violaine de Charnage, donc finaliste au prix Masterton, avec Les entrailles de l'horreur. C'est un premier roman donc de Violaine qui fait 316 pages. Voilà, que je vous recommande fortement si vous voulez découvrir Violaine. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter, Violaine? bah, je voulais te remercier. Je trouve ça hyper sympa d'avoir aussi l'occasion de faire une interview, voilà, par rapport à, au Masterton. Après, je t'ai pas trop parlé du roman, mais bon, peut-être une autre fois, parce que ce roman, enfin, voilà, il y a une genèse autour, mais ça pourra faire l'objet d'une autre interview. Et ouais, le roman, on fera une interview dessus et on en parlera. Là, il faut lui laisser le temps Oui, d'être découvert et puis on reviendra longuement dessus et sur ce qui arrive aussi et sur tous tes projets, bien sûr. Voilà. Et bien, je te remercie, Violaine. Merci merci beaucoup. beaucoup. Bonne Ouais, chance. ouais, merci. Bonne chance. Et puis, à très bientôt. Ouais, salut. Au revoir. Au revoir.